Bienvenue à tous sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Comme promis, la dernière fois j'avais reçu le blogueur Salim Laibi qui était très critique vis-à-vis de Tariq Ramadan, l'islamologue suisse qui a été accusé de viol par deux femmes. Et je vous avais dit que j'inviterais des gens qui était plutôt dans la défense de l'islamologue Tariq Ramadan. Alors, j'ai à ma droite Samira Keroua. Vous avez essayé de mobiliser et vous avez organisé une manifestation devant le palais de justice le 22 février, je crois. C'est ça. C'est cela. Et Gamal Abina, vous êtes, vous, dans la lutte antiraciste. Vous nous direz pourquoi tous les deux, en fait, vous défendez Tariq Ramadan. Sur quelle base? Quel est votre point de vue sur la question? Alors, d'abord, Samira Keroua, comment cette manifestation que vous avez organisée, comment vous y êtes-vous prise? Alors, bonjour. Alors, je reprends juste en fait sur la question de la défense de Tariq Ramadan, cet islamologue, professeur qui est suisse, européen. Je ne suis pas là en fait dans la défense de cet homme particulièrement, mais la défense de la présomption d'innocence concernant l'affaire dont qu'il subit actuellement, et notamment les accusations qu'il subit. Ouais. Je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors moi, je suis consultante en développement personnel et j'ai une formation en fait en psychologie, et je me rends compte, donc je suis un peu comme tout le monde, on regarde un petit peu ce qui se passe. Et je me rends compte que depuis des mois, depuis notamment la plainte officielle des différentes plaignantes concernant Tariq Ramadan, depuis le 20 octobre, je vois en fait un acharnement médiatique se mettre en place progressivement, très intense dès le début. Ouais. Et on est un peu sous le choc, un peu tous, de voir en fait un certain nombre d'accusations. Alors le concernant, mais pas que, parce qu'on est dans le mouvement également #MeToo et qui en France donnera #Balance ton port. Qui, je le dis en fait au passage, est un excellent mouvement de libération. Pour contextualiser cette affaire. C'est ça, tout à fait. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Ça arrive en fait dans une libération de la parole des femmes au travers des réseaux sociaux, qui est défini également comme étant le 5e pouvoir, après le 4e pouvoir des médias et les 3 pouvoirs habituels de l'État, et qui se constitue de plus en plus fort sur Internet et notamment donc avec les relais que ça donne. Donc c'est parti des États-Unis et ça a fait une vague mondiale. Très bien, mais vous décidez tout de même d'organiser cette manifestation avec qui? Alors justement, ce que je vois, c'est que certains leaders de la communauté musulmane, si on peut parler de communauté, qui connaissent Tariq Ramadan, qui ont organisé avec lui un certain nombre de choses. Je vois en fait personne prendre la parole. Personne prendre la parole, non pas pour le défendre en termes des accusations qu'il subit, puisque c'est à la justice de trancher. Nous n'avons pas accès au dossier. Et puis, si un système judiciaire, il est accusé quand même de crimes graves, de viol, c'est à la justice de décider. Donc, Tariq Ramadan, jusqu'à preuve du contraire, est présumé innocent. Il bénéficie de la présomption d'innocence et les plaignantes sont présumées victimes. Et c'est très important dans ce contexte-là de rappeler que les femmes, depuis des siècles, et pas seulement maintenant, subissent justement des violences de type sexuel et d'autres, et elles sont réduites en fait au silence, que ce soit par de nombreux mécanismes. Et c'est important en fait de voir le côté positif en fait de cette libération, mais également ce qui est important, c'est que ça s'est libéré au travers des réseaux sociaux, mais il est très important que la justice fasse relais, parce que c'est à la justice de poser l'acte de jugement, de condamner ou non les personnes, parce que c'est elle qui a tous les éléments en compte. Concernant Tariq Ramadan, c'est elle seule d'ailleurs qui a les éléments. C'est ça, tout à fait. Parce que après, on peut avoir. Parce que si on commence à lire les réseaux sociaux tous les jours, si on écoute les médias tous les jours, je pense qu'ils vont au-delà de ce qu'est dossier. Justement, la présomption d'innocence, en fait, est un droit pour tout
pour tout le monde, en fait. On a tous droit. C'est un droit unanimement reconnu et universel. Et donc, on y a tous droit à quel que soit notre statut, si on est anonyme ou un professeur renommé au niveau international ou un grand producteur hollywoodien. On a tous droit, en fait, à la présomption d'innocence. Donc, c'est pour ça que vous avez organisé cette manifestation. Voilà. Et en fait, vu l'inaction concernant un traitement médiatique qui est vraiment qui dépasse le cadre de la présomption d'innocence, parce que on en parle dans des termes c'est absolument pas nuancé en fait la manière dont on en parle. Samira Kerwa et Gamal, je me tourne aussi vers vous. Vous découvrez pas les médias. Vous ne découvrez pas que ce sont des entreprises privées qui sont en quête de buzz, qui sont en quête de scandale, et que c'est la seule chose qui intéresse les médias. Et ils ne sont même pas les seuls responsables, puisque de l'autre côté, il y a plein de gens qui les regardent et qui ne les regardent qu'en espérant qu'il y ait du scandale, qu'il y ait du buzz, qu'il y ait du clash. Donc, c'est pas nouveau. Ça ne concerne... Ce serait quand même... un peu faux de croire que c'est uniquement sur cette affaire-là que les médias ont ce comportement. Gamal. Alors, oui, effectivement, la question de la défense de Tariq Ramadan se pose dans des termes simples. Moi, si cette affaire m'intéressait, c'est pas parce que c'est Tariq Ramadan. Je suis pas particulièrement fan de ses thèses intégrationnistes, clairement. Je pense qu'il s'est un petit peu trompé, pour pas dire plus, quand il a vendu le musulman occidental. Je pense que dans un contexte extrêmement violent anti-islam généralisé dans le monde, mais en particulier en Occident, c'est compliqué de vendre ce genre de chimère. Mais au-delà de ça, effectivement, les médias s'ils faisaient juste de l'information telle qu'on la présente, ce serait ennuyeux. Il n'y a pas pire que l'information objective. Donc il faut du spectacle. Et aujourd'hui, on est dans le média-spectacle, on est dans le mélange des genres. Bon. Le talk show, ces trucs-là. Donc effectivement... Alors, les médias n'ont pas été plus tendres avec le producteur hollywoodien, Weinstein. Les médias n'ont pas été plus tendres avec... Justement, la différence fondamentale... Nicolas Hulot a été obligé de se déplacer, on dirait qu'il allait pleurer sur le plateau. Donc, c'est pas... Oui, mais la différence fondamentale, c'est là où j'ai été interpellé. C'est pas le fait... Bon, il y a eu l'affaire, il y a tout un tas d'affaires qui sont succédées. Ménel, on est passé dans un truc de psychopathe avec Ménel. Vraiment, c'est un pugilat comme jamais sur une jeune fille de 19 ans qu'on accuse d'être complotiste quand on sait qu'avant on a eu Bigard, quand on sait qu'avant on a eu pas mal de personnes qui se sont interrogées légitimement. Elle n'a pas dit un truc particulièrement violent. Elle a dit l'État, effectivement, qui est en guerre, faut pas le perdre de vue, est aussi complice, est aussi coupable. Il y a une part de responsabilité qu'on ne peut pas mettre de côté. Mais au-delà de ça, le problème, c'est que sur l'affaire Ramadan, moi, j'ai vu une exposition il y a 3 jours de Kader Atia, qui se tient actuellement au Palais de Tokyo. Et j'ai vu ces fameuses images de propagande à l'époque de la colonisation, où on trouve quoi? L'arabe violeur, coupeur de tête, voleur, vendeur de femmes blanches. Toute cette idéologie de dire l'arabe est forcément fourbe, forcément dangereux, forcément sur le dossier Ramadan. Vous faites le parallèle alors. Je fais le Ramadan. C'est-à-dire que le traitement qu'a eu Ramadan, alors qu'aujourd'hui personne n'a d'éléments, et d'ailleurs moi je sais qu'une des plaignantes je la connaissais personnellement, et personne ne s'interroge pour savoir qui est cette plaignante, d'où elle vient et pourquoi elle se comporte comme ça. Et si on creusait un peu le personnage, et j'en dirai plus tard, si on s'intéressait plus à Enda Ayari, j'attends un procès, si elle veut bien le proposer, ça me fera plaisir, on saurait qu'effectivement, les propos qu'elle tient sont extrêmement douteux. Bon, l'autre plaignante, je ne la connais pas, donc je ne me prononce pas, c'est à la justice de faire le travail, mais en revanche, mon problème, il est là, c'est que Weinstein est accusé non pas de viol, il est accusé de profiter de la faiblesse de femme. Statut. Voilà. Donc la promotion en canapé qui faisait rire il y a 20 ans, elle ne fait plus rire aujourd'hui. Et c'est une réalité. Donc ces femmes n'ont pas été violées, elles étaient consentantes pour des raisons malheureusement qu'on connaît, de promotion dans leur carrière, enfin tout un tas de trucs un peu malsains qui est connu. En revanche, Ramadan, ils ont fait plus fort. Et c'est ça là où il y a le problème, c'est ce que je dis moi, l'arabe qui cache la forêt, on a tous les vices là. Il y a quand même un viol toutes les 7 minutes en France, faut pas l'oublier. Et lui, il arrive, il ne se contente pas de profiter de sa position d'homme dominant, d'homme de médias, d'homme connu. Il faut qu'il viole, il faut qu'il tape, il faut qu'il fasse mal. Et là, j'ai un problème en termes de traitement. Alors, sans doute, la justice fera son travail, évidemment. Peut-être qu'il est coupable, peut-être qu'il ne l'est pas, mais je n'aime pas le traitement médiatique et c'est là-dessus qu'on attire l'attention. C'est-à-dire que les médias sont revenus sur un concept qui consiste à dire il n'est pas mis en examen, donc on vérifie ce qui s'est passé. Il est inculpé, le vieux terme juridique qu'on utilisait pour dire que la personne, finalement, elle est un peu coupable. Et là, il y a une question qui se pose en termes juridiques, en termes de traitement. D'accord. Donc,
Oui, pardon. Oui, alors je voudrais rajouter par rapport à ça, ce qui a amené, donc j'ai fait les mêmes constats en fait, notamment parce que bon, j'analyse beaucoup de choses aussi. J'étais très engagée aussi il y a quelques années quand j'étais à la fac, par rapport à ces questions en fait liées au racisme, aux attitudes discriminatoires et la discrimination également institutionnalisée et autres, et notamment également la part de la responsabilité médiatique. Les médias sont dans, pas tous, parce que certains justement essaient de tempérer. Voilà. Et puis Mediapart qui a essayé également d'avoir une attitude assez objective et juste. On a vu comment on a lynché Edoui Plenel, figurant un peu comme le traître, le collabo, un peu le collaborateur de Tarek Ramadan, parce que simplement il a eu à un moment donné, il s'est retrouvé dans une conférence en même temps que lui ou par des échanges intellectuels et autres, et on accuse une des seules personnes en fait qui fait partie des médias, qui fait partie du même monde en fait finalement que ceux que je dénonce ici dans les abus de leur fonction en termes d'éthique et de déontologie journalistique. Finalement, le seul qui essaye d'adopter un petit peu une attitude objective, on le lynche publiquement et on en fait un paria. Je provoque un peu. Oui. Mais en quoi ça nous regarde? Alors justement, le seul... Qu'ils se lynchent entre eux. Ils s'amusaient bien entre eux. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, pourquoi, et vous le disiez, Samira Kiroua, à l'instant, pourquoi les responsables de la communauté musulmane n'étaient pas là? Mais justement, c'est la question. Étaient-ils là lorsque vous avez organisé cette manifestation? Alors non, absolument pas. J'ai eu aucun Étaient-ils relais. au courant? Alors ça a été très courant. largement diffusé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un premier appel en fait le samedi avant le jeudi 22 février. J'ai lancé un appel même pas en fait pour dire j'organise un mouvement ou quoi que ce soit. J'ai dit appel à mobilisation. Ça suffit. On dit stop parce que Tarek Ramadan venait d'être hospitalisé. Stop, en fait, à cet acharnement et à cet abus de la présomption d'innocence dans les médias, mais également avec le traitement judiciaire qui a été apporté. Notamment, pourquoi ne bénéficie-t-il pas des soins requis liés en fait aux pathologies qui ont été diffusées dans la presse? Vous pensez qu'il n'est pas soigné? Alors, vous pensez qu'il peut être malade et qu'on ne le soigne pas? Ça fait 15 jours. En 15 jours, il vient d'être hospitalisé 2 fois. Il est arrivé la dernière fois justement à son audience en ambulance. Donc à partir de là, on a un homme qui est présumé innocent, d'accord, qui s'est présenté volontairement lors de la convocation liée au dossier d'instruction et qui a été mis en garde à vue immédiatement et qui a été mis immédiatement encore prolongé avec une mise en détention provisoire. Cette mise en détention provisoire... je vais très loin, vous pensez que c'est arbitraire? Alors, je vais nuancer le propos. Il y a 2 éléments. Le premier, c'est le mouvement, la détention provisoire dans son ensemble, d'accord. Et c'est le positionnement que j'ai actuellement et qu'avec Gamal on partage. Donc ça veut dire, quand vous dites ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs positionnements en fait. Là où il y en a un que vous partagez tout. Non, du tout, c'est pas on a la même position sur ces questions. Il y a 2 questions justement, je vais revenir là-dessus. 2 questions qui sont abordées, juste pour compléter. Parce que nous, on a un problème avec quoi? Bon, le traitement médiatique, c'est une chose, mais les médias... Je vais vous dire une chose, comme ça, c'est peut-être ça la question. L'impression que les défenseurs de Tarek Ramadan, en fait, ne s'entendent pas. C'est l'impression que j'ai. Parce que le dossier que je cherchais, je vais vous dire, après avoir reçu donc, le blogueur Salim Laibi, qui était un détracteur, affirmé, je ne crois pas trahir sa pensée, la vidéo existe encore. J'ai essayé, moi, de contacter plusieurs défenseurs, présentés ainsi en tout cas. Et j'avoue, j'ai pas eu beaucoup de... Parce que le doute ne profite pas à la victime. L'accusé ou la victime. Aujourd'hui, les victimes sont des victimes et c'est acté, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas ce conditionnel dans les médias, c'est des victimes. Et de l'autre côté, l'accusé est accusé. Donc, comme je disais tout à l'heure, à l'époque, on utilisait le terme d'inculpation. Aujourd'hui, c'est quasiment un inculpé. Il faut être clair, on reprend ce terme. C'est plus la mise en examen. On voit bien en fait la lecture. La lecture, on en parle un peu comme d'un violeur. Oui, absolument. Il n'y a aucune nuance. Pardon, mais je reviens à ma question. Est-ce que quand vous dites que les responsables n'étaient pas là,
Parce qu'ils ont peur, simplement. Oui, mais peur de quoi? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, ils ont déjà enterré le personnage? Le truc, il y en a certains, oui. Il y en a certains, oui. Je ne vais pas le dire à l'avance, mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement... Il y a eu des déclarations. Voilà, l'OIF, machin. Le sentiment, c'est qu'il y a une peur parce qu'on se dit, c'est peut-être vrai, et si c'est vrai, c'est grave. Et c'est vrai que c'est grave, une accusation comme celle-là. Et l'autre côté, nous, notre positionnement, il est simple. C'est qu'il y a deux choses. D'abord, traitement médiatique, il va falloir revenir un petit peu à l'équilibre. C'est-à-dire que le média doit être dans le conditionnel. Il ne doit pas dire, il a fait, c'est pas possible. Deuxième chose, le traitement judiciaire. Et là, c'est pour ça qu'on utilise ce dossier, entre guillemets, l'utilisation du dossier Ramadan, parce que comme c'est une personnalité extrêmement connue, controversée ou pas, mais connue nationalement et internationalement, on se dit, le traitement qu'il subit est un traitement qui n'est pas anodin. Il ne le subit pas lui particulièrement, ça c'est pas vrai. Malheureusement, cette détention administrative, elle arrive des centaines de milliers de fois. Et je compare toujours des traitements où il y a une inégalité de traitement. Je prends l'exemple de l'affaire Cahuzac, le type, on parlait de double discours, il a menti, ministre du budget, chargé d'empêcher l'évasion fiscale ou la fraude, et il est le premier fraudeur. C'est quand même extraordinaire comme double discours. Personne n'a trouvé que c'est un double discours. Il prend 3 ans de prison ferme. Il a pris, donc c'était acté. Condamné. Condamnation ferme de 3 ans. Donc même quand on fait un aménagement de peine ou des réductions de peine, on n'arrive pas à descendre en dessous de 2 ans. Dans son cas de figure, il est toujours dehors. Il y a eu 6 condamnations d'hommes politiques fermes en prison, dont un qui a fui. Là, si vous voulez, ça me force à poser. Est-ce que, en fait, ce que vous êtes en train de dire, je provoque un petit peu l'un et l'autre, est-ce que vous condamnez le fait qu'il ne soit pas injusticiable comme les autres, ou bien vous regrettez qu'il ne soit pas aussi privilégié que ces Cahuzac et autres on reprend l'exemple que vous voulez dire. En fait, parce que la vérité, c'est plutôt que Cahuzac, s'il a fauté et il a été condamné, sa place est en prison. C'est pas surtout qu'il est condamné. Voilà. Donc, il est condamné. Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas de traitement. Pas de traitement de faveur. C'est juste pour finir mon propos. Cahuzac, condamné, il est toujours dehors. Et en plus, il ose nous dire, ce qui est quand même magnifique, c'est pas mal de la part de ce monsieur. J'ai peur de la prison, j'ai pas envie d'y aller. C'est vrai que nous, les Arabes, on adore la prison et qu'on a envie d'y aller. C'est connu, on est coutumier du fait. Et il se trouve que lui, condamné, n'est pas en prison, alors que Ramadan, non condamné, il faut le rappeler, lui, Ramadan et d'autres, parce que finalement, il est mis en examen, mais beaucoup de personnes subissent ça. Au lieu qu'on lui propose un dispositif qui existe, qui est facile à gérer, le bracelet électronique, c'est réglé, il est chez lui. Contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire, c'est facile. Surtout une personnalité comme lui, il ne va pas partir en douce en Suisse, à la frontière, je dirais, il fait 3 pas dans la rue, c'est qui. Alors pourquoi, selon vous, est-il maintenu? Le problème, c'est qu'effectivement, il y a une grosse pression qui s'exerce, et c'est là où j'en veux, moi, personnellement, au soutien de Tarek Ramadan, c'est qu'ils sont en train de remettre en question la justice. Ils sont en train de dire, il y a une injustice alors qu'elle n'est pas encore actée. C'est vrai que le problème de la détention administrative est un problème, sauf qu'on a un autre cas qui est quand même extraordinaire et symptomatique. Le bergeur de Daesh, j'ai plus son nom. Jawed. Lui, il a pris 2 ans de prison. Oui. On l'a relaxé. En détention provisoire, donc en attente du procès. Voilà. Et, au bout de 2 ans, relaxé. On ne lui rembourse pas ses 2 ans. Alors évidemment, c'est pas une lumière, mais dans tous les cas de figure, il a quand même pris 2 ans de prison. Donc ce qu'on nous met en évidence, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent ce genre de traitement. 14 millions dans le monde. 14 millions de personnes dans le monde subissent la détention provisoire et sont relâchées et n'ont jamais été condamnées. Vous allez au-delà de l'affaire Ramadan. Absolument. En fait. Lui, c'est un porte-voix, finalement. Enfin, un porte-voix. Ça met en lumière, ça cristallise ça. Ce dossier-là. Et actuellement, en fait, on a 3,3 millions de personnes là qui sont en prison, en détention provisoire, qui sont en attente de procès. Et souvent, en fait, les détentions dépassent les 6 mois et ça dépasse en fait les 660 millions de jours pour ces personnes-là. Alors vous avez souri, Samira Keroua, quand j'ai posé la question, l'impression que j'avais, à savoir que ces soutiens étaient assez divisés. Quelles sont les différences ? Alors pour ma part, pour avoir bien regardé ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux, justement, donc je vous dis, j'ai lancé l'appel et puis après j'ai dit que je me présenterais moi le jeudi 22 février à 18h étant ni représentante associative ni donc je me représentais moi-même et j'ai été suivie par plus de 80 personnes qui sont venues également pour les mêmes raisons, pour défendre encore une fois non pas Tarek Ramadan pour sa personne et pour ce qu'il représente, mais pour la présomption d'innocence pour tous. Voilà. En fait, ce que j'ai pu observer en fait au niveau des réseaux sociaux, il y a eu en fait une forme de sidération d'une grande partie de musulmans et de personnes qui connaissaient, donc qui ont été dans les conférences de Tarek Ramadan et autres, une forme de sidération le 20 octobre après les plaintes, se demandant est-ce que oui ou non il l'a commis.
ces actes. Parce que c'est quand même très important de savoir à la fin. Parce que nous, on est dans la recherche de la vérité aussi. Donc on attend de la justice qu'elle fasse son travail objectivement, avec une enquête qui n'est pas disproportionnelle en faveur des plaignantes, plus qu'en faveur de l'accusé, d'accord, mais qu'elle soit menée objectivement et qu'on étudie toutes les pièces. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont déréglé un petit peu dans cette procédure judiciaire, une pièce qui a disparu, qui a réapparu. Ça, c'est ce qui a été dit, maintenant, on n'est pas sûr. Oui, voilà. Non, mais bon, après, ça a été quand même rapporté, parce que je suis également en contact avec la famille. Ça, c'est des choses qui ont été rapportées directement du comité le plus proche, en fait, de Tarek Ramadan. Quelles sont les différences, alors, entre les soutiens? Que soutiennent les autres? J'ai compris ce que vous soutenez. Il y en a qui en parlent directement comme d'un violeur. C'est-à-dire qu'en fait, qui n'arrêtent pas, certainement, probablement des gens qui ne l'aimaient pas particulièrement déjà avant. Ça, c'est pas des soutiens. Ou bien, oui, voilà. Ça, c'est pas des abandonnés. Et parmi les soutiens, il y a ceux qui d'un côté, sont pareils, un peu dans le même positionnement, la présomption d'innocence, en attente de la justice et du traitement. Donc, je disais tout à l'heure, il est malade, il a 2 maladies neurologiques quand même très graves, avec un traitement très lourd qu'il avait déjà à son entrée. On nous dit qu'il reçoit les soins nécessaires, sauf qu'il est arrivé à sa convocation, il est arrivé plus ou moins relativement en bonne forme, c'est-à-dire il marchait sur ses 2 jambes et tout ça. Et après quelques jours de détention, il y a eu une alerte, en fait, voilà, pour l'alerte de sa famille, qui n'est au courant des faits qu'au travers des contacts que l'avocat a directement avec Tarek Ramadan, parce que la famille, jusqu'à maintenant, n'a pas été autorisée à voir Tarek Ramadan. Donc, interdiction de voir sa famille, interdiction de recevoir son courrier, mis en isolement dans un quartier, alors certains disent quartier haute sécurité, d'autres un quartier... Non, c'est pas un quartier de sécurité. Voilà, un quartier, en tout cas, ceux qui sont utilisés... C'est très différent. Oui, mais c'est un traitement qui est classique dans les personnalités. Bon, en tout cas, ils l'ont isolé, voilà, au même titre que Joe Star et d'autres, voilà, qui ont déjà été mis là-bas. Ils disent pour sa sécurité et en même temps, pour le préserver et tout ça. Sauf que pourquoi en fait toutes ces interdictions les unes derrière les autres, et le traitement, encore une fois, je vous dis, médiatique qui le charge complètement. Et de l'autre côté, on voit, donc on a peur également que les juges sont des individus comme vous et moi, les magistrats, c'est des êtres humains. À force de regarder, d'entendre tout ce qui se dit, ils peuvent à un moment donné éventuellement être influencés. Oh, tout de même, on a beaucoup d'exemples de juges qui ne se laissent pas du tout influencer, justement. Mais ça c'est des choses que je reprends d'analyse qui sont faites par des experts en justice, des avocats, qui disent également que les magistrats sont également... ça c'est des données... Mais il y a une chose qu'il faut rappeler justement par rapport à ça. Alors la dégradation de sa santé, elle est logique. Il faut savoir ce qu'est une sclérose en plaques. C'est une maladie dégénérative qui touche les tissus nerveux. Et l'accélération de sa dégradation, de la dégradation de sa santé, n'est pas seulement liée au fait qu'il n'ait peut-être pas le traitement adapté, ça on n'en a aucune idée. Il y a une certitude, le stress... On ne reçoit pas complètement, ça on le sait. C'est possible, mais ce qui est sûr, c'est que le stress accélère la dégradation de sa santé. Certainement. Alors le stress et la fatigue, et voilà. Il est évident que quand on se retrouve dans cette situation... mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et là encore, le point que je défends ici aujourd'hui, c'est que l'accès à la santé, en fait, il y a quand même une loi de 1994 qui reprend les termes, qui rappelle les termes que les citoyens et que toute personne qui est... Les détenus sont des individus comme vous et moi, c'est-à-dire qu'ils ont également des droits fondamentaux et ont droit au respect de ces droits. Le droit à la santé et à avoir en fait un traitement équivalent pour quelqu'un qui est détenu ou non, c'est un droit qu'ils ont. Et moi, je défends également cette partie-là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de détenus actuellement qui présentent des problèmes de santé et qui ne sont pas traités dans les bonnes conditions par rapport à leur système. J'entends bien. Donc ça, c'est le système carcéral. J'entends tout cela. Mais quand je lis la presse, Samira Karoua, est-ce qu'elle ment quand elle dit que les manifestations ne sont pas suivies? Ah non, c'est clair. Alors comment vous m'expliquez ça? Moi, c'était un rassemblement spontané. Oui, donc à 3 jours. Voilà. Après, quand ça commence à s'organiser, il n'y a pas de chiffres. Pourquoi? Parce que les gens sont gênés. Je veux dire, si on dit... Alors pourquoi ils sont gênés? Parce que juste à la frontière, je vais faire exprès de taper très fort. S'il avait été violent d'enfant, non seulement il n'y aurait personne, mais tout le monde l'insulterait. Là, le doute est permis, puisque c'est des femmes qui l'accusent. On sait que c'est un séducteur. De fait, je veux dire, il est séducteur à la mesure où il séduisait les gens en général. Et c'est vrai qu'à chaque conférence, il amenait 2000 personnes, et là, on n'arrive pas à mobiliser 100 personnes. Ça veut dire que
vraiment, il y a un vrai traumatisme de ce qu'on appelle la communauté musulmane, en gros les Maghrébins, et que ce traumatisme, il n'est pas réglé parce que il y a tout un tas de... Et c'est pour ça que je fais attention aux fake news, les fameuses fake news. On entend tout et n'importe quoi. Ouais. On avait entendu, par exemple, sur l'histoire de son expertise médicale, que c'était pour ses histoires de maladies de santé, de maladies dégénératives. Pas du tout. Hein. C'est l'expertise classique qu'on fait pour vérifier si, sur un plan psychiatrique, c'est quelqu'un de normal ou pas. D'accord. Donc, oui, qui risque pas non plus le suicide ou quoi. Non, pas seulement, non, pour vérifier si effectivement il pouvait être à l'origine des faits. C'est ce qu'on fait, c'est un traitement habituel. Ça, j'ai demandé à une avocate spécialiste, elle m'a confirmé qu'elle n'a pas compris qu'on entend des trucs pareils. Alors le problème, c'est que le net, c'est vraiment... Mais il y a eu 4 expertises médicales. Oui, même je on parle vraiment de l'expertise qui a été conduite par le juge. C'est le truc qui est demandé. Et donc, ça, c'est un truc classique. Tout le monde dit tout et n'importe quoi. Ensuite, il y a un autre problème qui se pose dans ce dossier, c'est qu'effectivement, le personnage est sulfureux. On a dit beaucoup de choses de lui. Alors, sulfureux, je parle en termes médiatiques et politiques. Donc, tout le monde ne se précipite pas pour aller aux cheveux du mort, hein, ce qui est logique. Et surtout, ce qui pose problème dans l'histoire nous concernant, c'est que malheureusement, il y a des gens qui font carrière sur ce créneau, sur le créneau de la communauté représentée. Donc, quand on fait carrière, on ne va pas se mouiller pour quelqu'un qui semble cramer, alors qu'on voudrait percer. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes qui ne se mobilisent pas aujourd'hui ou qui le font qu'à demi-teinte, d'ailleurs, la mobilisation, elle a commencé quand ? Il faut être très clair. Enfin, les mobilisations, je précise. La mobilisation des personnalités, elle s'est faite à quel moment ? Quand on a entendu parler de sa maladie. On se dit, ah là, quand même, c'est un peu chaud. On se dit, ça va être compliqué. S'il meurt en prison, on n'aura rien dit. Donc là, il se sentit plus pas de jugement. Voilà. Et le risque aujourd'hui, moi, le risque, un vrai risque, hein, je parle de risque sérieux, et j'espère qu'on aura un procès. Comme je vous disais, je connais Enda, je sais qu'elle ment, et je le dis clairement, c'est une menteuse, mais une vraie menteuse. Je sais ce qui s'est passé. Alors vous êtes responsable de... Oui, non, mais il n'y a pas de problème, je maintiens. C'est pour ça que j'attends qu'une chose, c'est qu'elle vienne me parler. Elle m'a fait le même coup il y a 3 ans. C'est un personnage qui a des problèmes psychologiques profonds, et je sais exactement ce qu'elle m'a dit concernant le dossier Ramadan. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est ce qu'il y a eu avant. Pas avec Ramadan. Qui elle fréquentait, pourquoi elle agit comme ça. Alors ça, on met ça de côté. Concernant ce dossier, comme je disais, le problème, c'est que j'espère qu'on ira jusqu'au bout de la procédure. Parce que si on ne va pas jusqu'au bout et qu'il y a des vices de procédure qui sont levés et qui prononcent la nullité du dossier, on ne peut plus rien faire avec des vices de procédure, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on a dit que quelqu'un est un violeur, ça reste. S'il n'est pas disculpé, ou s'il n'est pas inculpé, enfin s'il n'est pas condamné plutôt, il faut être très bien. S'il n'est pas condamné ou s'il n'est pas blanchi, c'est fini pour lui, quoi qu'il arrive. Et si c'est des problèmes de vice de procédure ou qu'il y a un classement... Donc c'est comme ça que vous expliquez en fait qu'il y ait eu peu de suivi. Bah oui, c'est difficile quand même. On ne veut pas mourir, si je puis aller aussi loin, avec quelqu'un qui semble être en train de... voilà. Alors moi, c'est une partie d'explication. C'est ça, oui. Moi, je sais pas, vous avez l'affaire Outreau. Moi, j'aime bien parler des affaires qui se comparent. Outreau, on a dit, les enfants ne peuvent pas mentir. Voilà. Donc, les accusés sont des pourris. Des violeurs, des ceci, enfin ce qu'il y a de pire. La France entière était contre ces pourris. Parce que les enfants ne peuvent pas mentir. Après, il s'est avéré qu'ils ont été mis en prison, condamnés. Certains ont perdu leur famille. Certains se sont suicidés. C'est des drames monumentaux qui ont eu lieu. Et on s'est aperçu que c'est la mère qui manipule les enfants. Mais là, il n'y a pas d'enfants. Oui, mais c'est pour ça, de dire que la victime est forcément victime, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et là, c'est pire. C'est que sur le dossier Ramadan, l'homme est un prédateur par nature. C'est l'idée de l'idéologie de certaines personnes. Donc, s'il a la possibilité de profiter des femmes, il le fera. Et chez Ramadan, comme il est arabe en plus, il peut les violer en plus. Donc, et là, il y a du racisme alors dans ce... Je pense qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que cette idéologie qui est ancienne, c'est pas d'aujourd'hui l'arabe violeur. Hein. Les 3 V, le voleur, violeur, voileur, il a les 3. Violeur, effectivement, il aurait violé des filles. Voileur, je te viole parce que tu ne te voiles pas, c'est ce qui a été dit par une des plaignantes. Et voleur, en plus, il paie les avocats super cher, il n'a pas d'argent, soi-disant. Alors on a eu les 3 V. Eh bien moi je dis qu'effectivement, à ce moment-là, on a un personnage qui est, et là je vais utiliser un barbarisme, racisé, réduit à l'état de sa race arabe, pour faire simple, et que parce qu'il est arabe, il mérite quand même d'en prendre plein la figure. Et quand je compare à Kéhusa qui est condamné mais qui est dehors, et Ramadan qui n'est pas encore condamné mais qui est en prison, je me dis il y a un problème. Et je vais faire très simple, très court, pragmatique. Moi je me dis, en tant que Français, on paye des impôts, il y a une surpopulation carcérale dans les prisons, et on est en train de payer, loger, nourrir, blanchir, entre guillemets, je fais exprès de caricaturer, des gens, Tariq Ramadan évidemment, mais des centaines, voire des milliers de personnes, en préventive, alors qu'ils pourraient être chez eux, se nourrir tout seuls dans leur coin et tout, avec un bracelet électronique. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent, et en plus ça coûte à la personne si elle est blanchie, parce qu'on ne va pas les rembourser ces années ou ces mois de prison. Tout simplement. Donc je pense qu'il faut revoir la question de la préventive en profondeur, et c'est là-dessus qu'on s'inscrit. Voilà. Et la présomption d'innocence, c'est quand même un des droits fondamentaux qui est le plus violé
donné dans le monde concernant la question de la détention et justement par la détention provisoire qui est utilisée de manière abusive. D'accord. Et ça, c'est vraiment aussi ce sur quoi on a envie d'alerter. Il y a d'autres moyens de mettre en place l'enquête d'investigation judiciaire pour préserver l'action indépendante de la justice et dans son aspect objectif. Avec les moyens qui coûtent beaucoup moins cher également, même aux contribuables, qui sont, comme tu l'as rappelé, bracelets électroniques, contrôle judiciaire et autres. On a des moyens qui peuvent être utilisés, qui ne vont pas impacter autant les personnes en détention provisoire, d'autant que, comme je vous le dis, cette présomption d'innocence est souvent pas respectée et que les personnes sont beaucoup pas condamnées derrière. Ça veut dire qu'en fait, on détruit leur vie et à un moment donné, on leur dit bon, récupérez tout, désolé, en fait, vous n'êtes pas condamné. Voilà. Le pauvre Dils, il a été mis en prison. On a considéré que c'était un assassin, Francis Dils. Finalement, il est relaxé, parce qu'on s'est rendu compte que le vrai tueur, Francis Holm, si je ne me trompe pas, était dans le secteur. Il est relaxé, et ça a coûté, là encore, j'ai envie de dire, mais moi je suis un pragmatique, ça coûte de l'argent, il a fallu le payer. C'est normal, mais il a fallu payer parce qu'il a pris des années de prison gratuitement. Parce qu'il y a une erreur judiciaire. Et le problème de l'erreur judiciaire, c'est que, on peut comprendre l'erreur, ça arrive, il n'y a pas de problème. Oui. Mais on ne peut pas accepter que quelqu'un soit en prison, parce que la détention administrative, c'est une prison, pour être très, très clair. Alors qu'effectivement, il coûte de l'argent, qu'il pourrait être chez lui, j'ai envie de dire, à l'ère de l'Internet, à l'ère du contrôle, à l'ère du portable, on le trace partout. Il ne peut pas se sauver, vous voulez dire. Non, on a le portable, on est tracé de partout avec vous. Oui, c'est énorme. Donc lui, j'ai déjà vu, je connaissais quelqu'un qui avait un bracelet électronique, il avait à la cheville pour travailler. C'est impossible d'échapper au contrôle. Il peut pas, alors c'est ce que aussi j'ai lu dans la presse, il peut pas faire lui ou d'autres pressions sur. Si on doit faire des pressions, à mon avis, il faudrait d'abord il y a beaucoup de malades mentaux qui le suivent, il faut être clair, il y a des gens normaux, équilibrés, mais il y a aussi des petits excités qui ont l'impression que leur prophète, parce que malheureusement Tariq Ramadan il est considéré comme une sorte de prophète pour certains, c'est pratiquement leur icône. Le prophète. J'exagère, je caricature, je force le trait pour dire quoi. Ils nous représentent, voilà le problème. Ils le prennent, alors que pour autant on en a autant qu'on veut finalement, parce qu'on a beaucoup d'intellectuels. Mais ils disent quoi? Ils disent elles ont attaqué, c'est des femmes, le machisme, tout un tas de mélanges comme ça malsains, donc ils attaquent. C'est pas Ramadan qui va les attaquer, il n'est pas malade, il est poursuivi. La dernière chose qu'il ferait, il n'est pas bête au point d'aller attaquer ses filles ou de pousser les gens à le faire. Et même en prison, de toute façon, si les gens veulent agresser ses filles, il n'a aucun poids. C'est pour ça que c'est ridicule d'utiliser cet argument. L'autre argument utilisé pour poursuivre, c'est l'histoire, il va se balader avec son passeport égyptien, parce que maintenant, il paraît que le passeport égyptien, ça laisse passer partout dans le monde. Je n'étais pas au courant, il y a 80 millions d'Égyptiens qui ne peuvent pas sortir, mais il paraît qu'il n'en a pas. Donc. Sans visa, ils peuvent sortir maintenant, apparemment. Ça, c'est une chose. Passeport suisse, il irait se barrer en Suisse, mais c'est du n'importe quoi. Il fait 3 mètres dans la rue, il se fait coller. Comment un type de 1m90 peut se balader tranquillement d'une frontière à l'autre sans être interpellé? Tout ça, c'est des arguments qui ne tiennent pas la route. Par contre, il y a une pression qui est réelle. Alors, le dernier argument développé, c'est de dire qu'il pourrait recommencer. Alors là, c'est le tueur en série. C'est encore pire parce que implicitement, ça voudrait dire qu'il l'a fait. Ça voudrait dire, c'est quand même un des arguments avancés par le juge, ça voudrait dire qu'il a déjà commis ces viols. Donc si le juge est déjà dans une perspective de se dire... Est-ce que c'est vraiment le juge qui l'a dit? Je ne sais pas si c'est le juge qui l'a dit, mais ce qui est sûr, c'est ce que la presse relaie. C'est ce que la presse relaie en disant que c'est le juge qui l'a dit. On entend toutes sortes de choses. Après, et pour reprendre quand même aussi un point, la présomption d'innocence, parce que certains disent non mais de toute manière j'ai le droit de dire ce que je veux, etc. Donc sur les réseaux sociaux ou autres. Parlant des médias, c'est-à-dire qu'en fait s'ils veulent, ils disent il est coupable, c'est un violeur, etc. Alors qu'en fait non. Bon après Tariq Ramadan ne va pas porter plainte contre tous ceux qui l'ont accusé de viol en attendant, mais le point le plus important pour nous également d'agir, c'est d'amener les médias à une éthique et une déontologie plus respectueuse de la mission qui leur est demandée, d'accord? D'accord. Alors on a entendu sur les médias. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne Free Tariq? Oui, Free Tariq. Déjà, moi je vais être très clair. Autant si des gens veulent aider Tariq Ramadan, s'ils sont sincèrement convaincus de l'aider, il faut qu'ils arrêtent d'invectiver ou de raconter des imbécilités. Par exemple, Free Tariq, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il subit une injustice. Il ne subit pas une injustice, des centaines ou des milliers de personnes subissent la même injustice, à savoir la détention administrative. Alors c'est violent, c'est dur, mais Tariq Ramadan n'est pas meilleur qu'un Jawad par exemple. C'est-à-dire quand tous les deux subissent la même chose, il y a
a un problème. C'est le problème de fond qu'il faut interpeller. Ensuite, quand ils disent, je crois que l'autre slogan c'est quoi? Je ne me rappelle plus ce qu'ils ont utilisé comme slogan. Ils utilisent tout un tas de slogans comme ça qui donnent le sentiment qu'il y a déjà une injustice de fait. Alors, il faut le rappeler quand même malgré tout, on est en France dans un pays... C'est une injustice qui est faite effectivement, mais qui est, enfin, plus ou moins, mais qui est en fait du système lui-même. Mais donc c'est donc pas une injustice, ils appliquent de façon zélée. Voilà, la détention provisoire, on l'a dit, devrait être en dernier recours, mais elle est utilisée de manière abusive. Justement, cette présomption d'innocence et justement cet abus des droits fondamentaux, c'est une des causes qui est la plus négligée au monde, d'accord, selon une ONG, encore une fois, sur laquelle je me base pour donner, qui ont fait des études sur ce cas-là. Donc en fait, voilà, on est vraiment très nombreux à subir Donc vous en fait pas en ces accord abus. avec Free Tariq. Moi, je trouve que c'est une erreur de communication. C'est une idée de se dire ils veulent mobiliser avec des slogans et le slogan ne fonctionne pas. C'est pas Tariq Ramadan n'est pas Nelson Mandela, faut être clair. S'il est relaxé, il ne va pas faire 27 ans de prison. Ensuite, c'est vrai que de le voir en prison, c'est difficile pour des gens qui l'aiment, particulièrement sa famille. Je comprends, j'imagine la pression, c'est malheureux. Oui, une famille entière qui est jetée quand même pugilat, votre père est un violeur, c'est pas un cadeau. En plus, ils n'ont pas le droit de le voir. Enfin, ça, encore une fois, je ne me prononce pas là-dessus parce que j'en ai aucune idée en réalité. Oui. A priori, ils disent, mais c'est pas. A priori, ils le verraient maintenant. Donc, mais ce qui est certain, c'est que concernant ces slogans qui sont lancés, c'est des slogans qui sont contre-productifs. Mes amis avocats, justement, avec lesquels je parle, disent que c'est une erreur dans la mesure où ils sont en train d'énerver les juges et le parquet. Parce que quand on dit ça, on donne le sentiment que les juges ne font pas leur travail normalement. Or, en l'occurrence, on l'a vu avec l'affaire Jawad, ils ont fait leur travail. Et pourtant, c'était autrement plus grave. Jawad, c'est ce jeune homme qui a abrité ceux qui ont commis des attentats oui, il a dit qu'il n'était pas au courant. à Paris. Alors, le traumatisme est violent. La France entière est d'accord pour dire qu'il nous faut la peau de ce type, parce qu'ils n'avaient personne d'autre à voir, ils étaient tous morts. Et finalement, les juges n'ont pas cédé à la pression, ce qui est quand même, donc ça rassure, dans une certaine mesure, sur l'état de droit. Nous, ce qu'on interroge, c'est pas le fait que les juges fassent bien ou pas leur travail. Ils font leur travail en leur âme et conscience. Ce qu'on interroge, c'est le fait que... les moyens qu'on leur donne. Oui, en plus, ces moyens sont effectivement réduits. Voilà. Ce qu'on interroge, c'est quoi? On dit, attendez, il y a trop de monde en prison, ne mettez pas ces gens en prison, mettez sous contrôle judiciaire, c'est facile. C'est ça que vous défendez. Et deuxième chose, de dire, ceux qui sont dans une démarche de dire, Free Tariq, attention, c'est pas normal, la justice passera pas ou passe mal et tout, il faut qu'ils se calment un petit peu, parce que c'est une façon d'enfoncer le soutien qu'ils veulent apporter n'est pas positif. Mais alors, ça sera ma dernière question. Oui, allez-y. Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'en fait, ils défendent mal Ramadan. Mais comment vous expliquez cet amateurisme alors? Parce que c'est des amateurs, simplement. Mais pourquoi ne s'entourent-ils pas? Alors, on est dans la stratégie. Pourquoi ne s'entourent-ils pas de gens, si j'en crois ce que vous dites, plus chevronnés, plus... Juste après, je laisse comme ça. Très rapidement, on a annoncé dans les journaux, alors encore une fois, la presse, je mets beaucoup de pincettes dans les propos, mais il semblerait que Tariq Ramadan ait changé d'avocat. Moi, je sais que j'ai donné mon témoignage aux avocats par rapport à ce dossier, en expliquant que je connaissais une des plaignantes et que je sais qu'elle mentait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il change d'avocat, mais l'avocat, le précédent avocat, je ne donnerai pas son nom, apparemment, je ne sais pas si... Alors vous dites qu'elle mentait. Oui, je dis clairement qu'elle mentait. C'est vous qui dites ça. Ah oui, je dis sans embâche, j'ai des amis qui le confirment. Vous pouvez vous tromper ou... Aucune chance. Je sais ce qu'elle m'a dit, c'est très clair, et je sais avec qui elle fréquentait, donc c'est pour ça que je dis qu'elle ment. Je ne le dirais pas si j'avais des doutes. Alors la deuxième plaignante, j'en ai aucune idée, c'est possible, tout est possible, tout est ouvert. La première, elle ment, c'est clair. Et on sera. Donc vous serez entendu? J'ai fait mon témoignage, j'ai fait un témoignage écrit, j'ai fait ma déposition entre guillemets auprès de l'avocat. J'espère qu'ils vont la retenir. J'ai des éléments, j'explique qui elle était, d'où elle vient, pourquoi elle fait ça, tout est expliqué, c'est parfaitement réfléchi. Et en plus avec qui elle travaillait à l'époque. Donc les choses sont claires. Mais je ne veux pas trop en dire parce qu'il vaut mieux que ce soit. Moi je ne vais pas battre des cartes maintenant parce que c'est les juges qui doivent les entendre s'ils les entendent. Mais il était certain d'une chose, c'est que c'est une menteuse. Et je le dis haut et fort. Compliqué cette affaire. Alors pourquoi ne s'entoure-t-il pas de... Alors le problème justement par rapport à l'avocat, c'est qu'il a changé, apparemment, je le dis, parce que je reste toujours dans le conditionnel, contrairement à certains, il aurait changé d'avocat. Et l'ancien avocat, à mon sens, a fait une erreur. Il a choisi le mutisme, de ne pas communiquer. Or, quand on ne communique pas, la nature ayant horreur du vide, les autres en parlaient et on dit beaucoup de bêtises. Alors que s'il avait fait des communiqués officiels, ça aurait calmé un peu le jeu par rapport à l'entendu Tariq Ramadan, c'est les sionistes qui veulent sa peau. C'est complètement stupide, je ne vois pas l'intérêt. J'allais pas au Hamas, Tariq Ramadan. Il n'avait pas demandé aux Palestiniens, enfin il n'a rien demandé. Il est pro-palestinien comme quasiment tous les musulmans de France et les Arabes de France, mais pas plus que ça. Ça c'est n'importe quoi, c'est ce genre d'accusation qui n'a pas de sens. Et ça dit beaucoup de choses. On dit jamais par exemple, peut-être que certains lobbies en France voudraient sa peau. Je parle de lobbies non juifs, non communautaires, des groupes de pression, la ICAR, qui veulent sa peau. Ça on l'a moins évoqué. Et les avocats ont commis, à mon sens, cette faute de ne pas communiquer.
j'espère qu'ils vont changer de stratégie, qu'ils reprennent un petit peu les choses en main, parce que Donc pour vous, c'est un défaut de communication. Complètement, absolument. D'accord. Après, bon, c'est une question stratégique voilà, qu'ils ont adoptée. Maintenant, pour répondre, Mais en même temps, pour répondre à cette question... soit vous êtes innocent, soit vous ne l'êtes pas. Mais ça, ils ne savent pas. Vous savez, Oui, la mais ça, communication, après, ne peut pas tout faire. Ah non, ça évidemment, d'accord. mais en même Ça, c'est a temps... posteriori, ça. Mais ça, avant, c'est- voilà, absolument, mais ouais. en tout cas, dans tous les En tout éléments cas, il est avant... innocent jusqu'à preuve du contraire. En on est tout bien cas, d'accord. tout ce qui est en fait, tout ce que j'ai évoqué ici, ça a été clairement relayé par le comité de soutien et la famille. Donc voilà, il n'y a rien de ce que j'ai dit qui n'a pas été. Je me suis pas fondée sur les éléments, voilà, par rapport au fait qu'il voyait pas sa famille, etc. C'est des éléments qui sont relayés par la famille elle-même. Oui, quand d'accord c'est relayé, il n'y a pas de Donc c'est problème. très important parce que je ne me fonderai pas sur justement spécifiquement ce qu'on trouve dans les médias, étant donné que voilà, on est obligé aussi C'est vraiment délicat, hein. de vérifier. Alors, C'est vraiment délicat. on demande aux journalistes de vérifier leurs sources et de C'est le moins, dire que c'est ce le qui n'a moins. été vérifié, On est maintenant on devra vérifier le travail des Bien journalistes. sûr. Mais c'est un quiconque prend la parole publiquement doit au moins faire l'effort d'aller vérifier C'est ça. Bien sûr, ce qu'il dit, parce que c'est quand même au-delà même des journalistes. Hein, à un moment donné, on a une responsabilité si on est citoyen. On est Et puis je pense que la citoyen ou on l'est famille, pas. voilà. Et je pense que la famille, pour répondre juste à cette Ouais. question d'organisation, de structure, je pense qu'ils sont assommés en fait à plein de niveaux par rapport à ce qui leur arrive, entre la douleur, la souffrance, etc. Voilà, c'est quand même un de leurs proches. Après, sans préjuger, c'est des êtres humains. Voilà, ouais, donc quel après, on sait traumatisme, pas. il n'y a pas de problème. Et même si après justement il est condamné, ça restera aussi un traumatisme, Bien je pense, sûr. pour eux, de découvrir, parce que je pense qu'il, voilà, pour certains, ça sera quand même une découverte. Bien, mais écoutez, Voilà. en tout cas, je vous remercie d'être venu sur ce plateau nous expliquer un petit peu votre position. Je pense qu'on l'a bien comprise. D'ailleurs, on a oublié une chose essentielle. J'ajouterai juste une chose, vrai, vas-y. c'est qu'à la prépare des suite, choses. à la suite Ouais. du rassemblement spontané qui Ouais. s'est fait, qui s'est fait le 22 février, j'ai décidé donc finalement et En s'associant. donc voilà, en s'associant donc en m'associant avec Gamal Abina, voilà, on a décidé, on a travaillé en fait à monter un mouvement, le mouvement des droits civiques Très bien. et défense de la présomption d'innocence, dans lequel on est en train de structurer une action parce que je pense que ce qui est important, c'est, vous l'avez dit, d'être organisé, structuré et d'arrêter de dire tout et son contraire et n'importe quoi. Et voilà, et de Merci trouver à une action. vous, merci à vous deux, et je vous dis à bientôt pour un nouvel entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir. Merci.